On va continuer ces conférences donc avec la biodiversité, c'est mon domaine. Donc il y a en partenariat avec Vitis Bio, donc il y a un concours qui a été organisé cette année sur des actions de biodiversité sur les domaines viticoles bio. Donc il y aura une remise des prix de ce concours à 17h et donc en introduction de revoir un petit peu qu'est-ce que c'était que cette biodiversité dont on parle. Donc je remercie Séverine Hénin de la Chambre d'agriculture de l'Hérault et, Elia Closure de la LPO Occitanie, donc, qui vont nous parler un petit peu de biodiversité. Voilà, merci. Bonjour. Alors, pour commencer, on s'est dit que ce serait intéressant de revenir un peu sur les bases de qu'est-ce que la biodiversité, comme on va parler de ça. Donc, à la base, la biodiversité, ça englobe plusieurs choses. À la fois la diversité génétique, donc au sein des espèces, la diversité spécifique, donc les différentes espèces, et la diversité des écosystèmes et des milieux dans lesquels évoluent du coup ces êtres vivants. Et donc dans la notion de biodiversité, on englobe aussi l'interaction qu'il y a entre tous ces êtres vivants et les synergies qu'ils vont former entre eux. Donc quand on parle de biodiversité, ici on est dans un contexte agricole et on entend aussi parfois parler de biodiversité cultivée. Et en fait, l'homme, au fur et à mesure du temps, a aussi participé à créer de la biodiversité, donc notamment en agriculture avec la sélection de variétés, de races, etc. Donc l'homme a aussi participé à créer cette biodiversité et il a aussi tous les jours, du coup, dans le contexte agricole, un impact sur cette biodiversité et il y a des interactions dans ce cadre-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse là aujourd'hui? C'est parce que la biodiversité, on en parle beaucoup et elle a un lien particulier et très étroit avec l'agriculture, et donc du coup avec toutes les formes d'agriculture. Tout simplement parce qu'en fait, on considère qu'il y a un bénéfice mutuel entre la biodiversité et l'agriculture. C'est-à-dire que la biodiversité, elle va rendre des services à l'agriculture, et en échange, l'agriculture, elle sert justement à préserver et à maintenir cette biodiversité. Et cet équilibre, justement, c'est un petit peu le message que nous, on essaye de faire passer auprès de notre public d'exploitants agricoles, c'est que finalement cet équilibre, il est précieux, il est important, et que du coup, il faut justement travailler un petit peu dessus, notamment parce qu'aujourd'hui, je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais on constate quand même que les terres agricoles sont en net recul, pour différentes raisons, pour des contextes d'urbanisation, de pression démographique, de pratiques aussi d'utilisation de produits phytosanitaires, etc., qui font que petit à petit, il y a certaines terres qui sont perdues pour l'agriculture. Et du coup, ça a des conséquences, en tout cas, sur la biodiversité, puisqu'on observe après une régression de ce qu'on appelle la faune ordinaire, c'est-à-dire toutes les espèces d'animaux, d'oiseaux, etc., qu'on peut croiser, qui d'habitude sont un petit peu liées au milieu agricole. Il y en a certaines qu'on voit disparaître ou qu'on voit de moins en moins, en tout cas. On constate aussi une destruction des habitats qui sont favorables justement à ces espèces. Et puis petit à petit, notamment du fait de l'utilisation des produits, par exemple des produits phytosanitaires ou de la disparition en tout cas de certaines cultures, on constate une diminution de la ressource alimentaire qui est disponible pour la biodiversité, puisque la biodiversité, elle est comme vous et moi, elle a besoin de se nourrir et de se loger. Et donc du coup, si elle n'a plus à manger, forcément ça pose problème. Et donc dans un contexte agricole, pourquoi est-ce que... Alors, on s'inquiète du déclin de la biodiversité de manière globale. Et dans le contexte agricole, on s'intéresse aussi souvent à la biodiversité qu'on va appeler fonctionnelle ou aux auxiliaires de culture. Et en fait, ces auxiliaires, ils vont avoir un rôle vraiment important pour la culture. Et quand on dit auxiliaire, on entend par exemple, ils participent à la pollinisation, au renouvellement des sols, à la régulation de populations d'autres êtres vivants qui vont avoir un impact négatif sur les cultures, par exemple. Et donc, il y a vraiment un intérêt, dans le contexte agricole, de préserver cette biodiversité, non seulement parce que la biodiversité a besoin de ces espaces agricoles pour évoluer,
mais aussi parce que l'agriculture a elle aussi besoin de cette biodiversité pour bien se porter et pour évoluer aussi. Là, l'idée de cette page-là, c'est que ça reprend exactement ce que Elia vient de dire, en fait, c'est que la biodiversité, elle contribue réellement elle apporte vraiment quelque chose à l'agriculture, dans le sens où elle a plein de rôles, en tout cas différents, et dont peut-être le plus important, en tout cas, et qui semble peut-être le plus anodin, c'est ce rôle de pollinisation. Pour vous donner un ordre de grandeur, en Europe, on estime qu'il y a plus de 80% des cultures qui sont dépendantes de la pollinisation. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas d'abeilles, si vous n'avez pas d'auxiliaires comme eux, vos cultures, elles ne poussent pas, donc on ne peut pas se nourrir quelque part. Et après, la biodiversité, elle sert aussi justement à remplacer à un moment donné, quelque part, l'utilisation de certaines pratiques, certains produits, en ayant un rôle de lutte contre les ravageurs. Donc vous avez certains ravageurs à la vigne ou dans d'autres cultures qu'on peut essayer de quelque part combattre en utilisant la biodiversité présente naturellement ou une biodiversité qu'on va apporter dans les parcelles. Et puis, elle sert aussi sur tout ce qui est aspect sol. Alors, c'est peut-être finalement ce qu'on a un peu négligé jusqu'à maintenant et qu'on remet, nous, sur le devant du tapis, c'est que si vous voulez justement des cultures vivantes et en bonne santé, vous devez vous intéresser aussi à la biodiversité des sols et à faire en sorte que les sols soient vivants, quelque part. Et voilà, donc du coup, c'est pour vous redonner un petit peu une idée finalement à tout ce à quoi ça peut servir et à quel point elle est finalement primordiale, en tout cas, à prendre en compte, quoi. Et donc, une fois qu'on a fait un peu ce constat-là, on peut se poser la question de quels auxiliaires est-ce que j'aurais le plus besoin, quels auxiliaires est-ce que j'ai envie de favoriser sur mes terres, et comment je fais pour les amener chez moi, faire en sorte qu'elles s'y sentent bien, les favoriser. Et donc là, on parle de quelque chose qu'on appelle les infrastructures agroécologiques, qui sont en fait des éléments du paysage qui peuvent être soit très naturels comme des arbres, les haies, les bandes enherbées sur le bord des vignes, ou des fois un peu plus artificiels où on va venir poser un nichoir, construire un muret. On peut aussi venir planter des nouvelles haies, etc. Et en fait, ici, vous avez vraiment un paysage viticole tel qu'on l'imagine, vraiment favorable à la biodiversité et donc au développement aussi des auxiliaires. Donc ouais, pour peut-être résumer un petit peu tous les points qu'il peut y avoir, donc j'ai dit les murets, les haies, les arbres isolés, les parties enherbées qui peuvent être dans les parcelles ou aux abords des parcelles. C'est aussi important les espaces qui sont diversifiés, donc là on a de la vigne, mais on a aussi des espaces de pâturage, des champs, les friches aussi sont aussi très importantes, des fois elles sont un peu mal vues. Mais ce sont vraiment des espaces qui forment des vrais réservoirs pour cette biodiversité qui va pouvoir s'y développer et ensuite venir jusque dans les parcelles. Ensuite, on a évidemment tous les points d'eau, donc les rivières, les mares qu'on peut venir apporter. Et en fait, tous ces espaces, il faut aussi réfléchir à ce qu'ils soient connectés. Et c'est là où c'est important de réfléchir aussi à l'échelle d'un territoire, d'une exploitation, voire des fois de plusieurs exploitations, ça peut être intéressant. Pour avoir vraiment cette connexion, vous voyez sur ce paysage, on a toutes les haies qui se relient et qui vont du coup permettre à cette biodiversité de se déplacer sur le territoire et d'être vraiment fonctionnelle. Voilà. Donc maintenant, on a fini notre présentation un peu générale et on a fait le choix de l'une et l'autre vous présenter en fait un programme, une action que mène notre structure justement pour favoriser cette biodiversité agricole. Donc ici, c'est le programme de la LPO qui s'appelle Des terres et des ailes. Et donc je vais vous présenter vraiment la déclinaison qu'on fait en Hérault et en Occitanie. Donc le but de ce programme, alors là vous avez les grandes lignes qui sont donc améliorer les pratiques agricoles en faveur de la biodiversité, promouvoir du coup cette agriculture qui est respectueuse de la nature, développer un réseau d'agriculteurs engagés pour la biodiversité, renforcer le lien aussi entre les agriculteurs et les naturalistes, parce que ce lien il a des fois été perdu, mais il est hyper important et ça nous tient vraiment à cœur de renforcer ce lien-là, et aussi évidemment avec le grand public, pour vraiment pouvoir montrer que c'est possible d'avoir cette agriculture qui est respectueuse et qui est du coup saine pour tout le monde. Et ensuite, alors ça c'est un point qui nous intéresse nous,
coup d'améliorer les connaissances naturalistes, mais souvent c'est hyper intéressant aussi d'avoir cette connaissance sur ces terres pour agir au mieux. Et ensuite, il y a un aspect plus large de sensibilisation, comme je disais tout à l'heure, de vraiment informer le grand public de toutes ces actions qui sont faisables et de ce modèle qui existe. Donc concrètement, ce programme, qu'est-ce que c'est ? Il y a plusieurs niveaux d'engagement. Il y a un premier niveau où il y a un site internet où tous les agriculteurs, agricultrices peuvent s'inscrire. Et sur ce site, il est possible de alors déjà partager ses propres expériences, lire celles des autres. Et il y a aussi tout un tas de ressources en fait, sur justement les aménagements, les infrastructures agroécologiques, les espèces auxiliaires, savoir quand j'ai un problème avec telle bête qui me mange mes cultures, laquelle va pouvoir être auxiliaire, venir la manger. Donc vous avez tout un tas de ressources sur ce site qui est aussi accessible d'ailleurs à tout le monde. Et ensuite, il y a du coup le deuxième niveau qui est là vraiment l'engagement avec la structure locale, donc la LPO Occitanie-Hérault. Et donc là, ça implique une rencontre du coup avec quelqu'un de la LPO sur la ferme. Donc là, l'idée, c'est de faire un peu un diagnostic de ce qui se passe sur la ferme, de quelles sont les envies et qu'est-ce que nous, on peut apporter. Et ensuite, donc, il peut y avoir tout un travail d'échange, etc. Il y a aussi la possibilité, donc, quand la personne a rejoint le réseau et est véritablement engagée pour la biodiversité, de recevoir un petit panneau d'engagement à afficher sur la ferme, pardon. Donc, sachant que ce programme, c'est pas du tout un label. Le but, c'est pas de venir mettre le nom du programme ou de la LPO ou quoi que ce soit sur le produit. C'est vraiment un travail en fait qu'on va venir valoriser avec ce panneau. Et du coup, ce programme, c'est aussi l'idée de faire un réseau. Du coup, je disais tout à l'heure, c'était intéressant de travailler à l'échelle d'un territoire. Et là, on cherche vraiment à faire ça, à ce que les personnes d'un même territoire puissent échanger entre elles, se connaître, partager des expériences, des choses qu'ils ou elles ont testées, qui ont marché, qui n'ont pas marché, etc. Parce que nous, on a notre regard naturaliste, mais c'est toujours par le faire et par l'expérience qu'on se rend compte de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Et donc l'idée, c'est de vraiment partager ça au mieux entre les personnes de ce réseau. Et pour finir, il y a vraiment l'accompagnement approfondi que je vais vous détailler. Et donc là, c'est pour aller vraiment plus en profondeur dans ce travail-là d'accueil de la biodiversité. Et donc ça passe par un diagnostic vraiment concret de la ferme avec du coup des inventaires naturalistes et aussi des aménagements qu'il y a sur les parcelles, une classification du coup des enjeux par rapport aux espèces, aux espaces, aux milieux et aux cultures et aux problèmes que la personne peut rencontrer sur sa ferme. Et avec tout ça, on va faire des propositions d'aménagement, d'espaces qui sont peut-être à préserver, de choses qui seraient à créer. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est, on va dire, là, peut-être le buisson de ronces qu'il y a dans le coin de ta parcelle, il a l'air insignifiant pour toi, mais en fait, il est hyper important parce qu'il y a un couple d'oiseaux qui nichent là. Ici, ce serait intéressant de planter une haie pour justement connecter deux espaces entre eux. Ça va être des préconisations de cet ordre-là. Tout ça va être cartographié pour que la personne ait toutes ses préconisations pour pouvoir les mettre en place sur le long terme. Et l'une d'entre elles, de ces préconisations, on va la mettre en place ensemble entre l'agriculteur et la LPO. Et nous, là, on va venir du coup organiser tout le chantier. Ce sera un chantier participatif. Et donc là, on va faire appel à notre réseau de bénévoles pour justement que cet aménagement il soit vraiment facile à mettre en place et que ce soit facile pour l'agriculteur. Et ensuite, ça, c'est l'accompagnement. Et l'idée, c'est que derrière, le contact reste et cette personne fait partie du réseau et bénéficie de ce dont j'ai parlé juste avant. Globalement, c'est ça. Et du coup, là, c'était juste pour vous montrer. L'idée, c'est que derrière ce réseau de personnes qui sont engagées, qui font des actions concrètes pour la biodiversité, on les ressent sur notre site internet et avec vraiment là, l'idée de les valoriser auprès de nos adhérents, nos sympathisants. La LPO, on a quand même
on touche un certain nombre de personnes. Et là, l'idée, c'est de vraiment pouvoir orienter des consommateurs pour leur dire qu'à ces endroits-là, on sait que ce sont des personnes qui sont engagées pour la biodiversité. Et donc là, vous avez un certain nombre de points. Et l'idée, c'est que ce réseau, on a envie qu'il se développe le plus possible et de créer vraiment un réseau d'agriculteurs engagés pour la biodiversité. Et je ne l'ai pas précisé, donc là, on parle évidemment de viticulture, mais c'est pour tous les types d'agriculture, pas que la viticulture. Et c'est à toi. Alors, du coup, moi, je vais vous présenter une démarche à laquelle la Chambre d'agriculture participe. Et on a choisi justement de la présenter parce qu'en fait, elle ressemble énormément à celle que Kélia vient de vous présenter. La seule différence, c'est que ce que propose la LPO aujourd'hui, c'est un accompagnement qui va se faire plutôt de manière individuelle avec un exploitant agricole, et que nous, la démarche Biodivo, elle se fait sous une forme collective. Et du coup, c'est aussi intéressant pour d'autres, on va dire pour d'autres raisons. Mais voilà, en fait, elles sont très complémentaires, donc je ne vais pas revenir dans le détail de tout, je vous rassure, parce que sur le contenu, sur les objectifs, etc., c'est la même chose. Donc, tu peux juste passer la diapo. Donc en fait, Biodivo, c'est une démarche qui est un peu plus ancienne, qui a démarré en 2012 et qui a été en fait, qui a la particularité d'avoir été montée à l'initiative d'un groupe de vignerons. Donc il y en a certains qui sont là d'ailleurs aujourd'hui sur le salon, qui sont donc des vignerons de l'IGP des Côtes de Tongue, un petit peu au nord de Pézenas, Béziers là-bas. Et en fait, ils étaient déjà très en avance sur pas mal de choses. Et c'est vrai qu'au niveau de leur pratique, ils ont senti à un moment donné le besoin de travailler sur la biodiversité. Ils ne savaient pas forcément comment s'y prendre. Et donc, du coup, ils sont venus trouver différentes structures pour leur demander simplement comment est-ce qu'on peut faire pour travailler un peu plus sur la biodiversité. Donc, suite à ça, c'est monté en tout cas cette démarche Biodivo qui aujourd'hui donc, est pilotée par les mêmes structures que par le passé. Donc, la Chambre d'agriculture de l'Hérault, on fait partie des membres fondateurs, mais vous avez aussi donc, la Fédération des IGP de l'Hérault. Et le Conservatoire des espaces naturels d'Occitanie qui donc vient apporter un petit peu la caution naturaliste justement dans ce groupement. Et c'est une démarche un peu particulière parce qu'on a la chance, en tout cas dans le département de l'Hérault, d'avoir le soutien financier du conseil départemental, ce qui est une chance assez inespérée puisqu'ils aident à financer l'animation de cette démarche, mais aussi tous les travaux que les exploitants peuvent réaliser derrière. Donc c'est assez précieux. Et donc c'est un outil en fait, donc c'est globalement je vais revenir après sur le fond, mais c'est vraiment un outil qui est destiné à tout le monde. C'est-à-dire qu'ici on est sur de la viticulture bio par exemple sur le salon, mais nous on va vraiment proposer cette démarche à l'ensemble des filières et à l'ensemble des types d'agriculture, dans l'optique en tout cas de pouvoir faire évoluer les pratiques favorablement. Et notre argument en tout cas pour la présenter, c'est de dire que la démarche Biodivo, on ne s'intéressera pas à l'outil de production des exploitants, c'est-à-dire qu'on ne touche pas à leur culture et à leurs parcelles, mais on va bien aller regarder plutôt ce qui se passe autour, de façon justement à avoir plus de marge de manœuvre et à ne pas avoir d'impact économique fort aussi sur les exploitations. Donc concrètement, comment ça marche ? C'est une sorte de formation en quelque sorte. Il y a une première journée où on va regrouper donc un certain nombre d'exploitants. On essaie de faire ça sur un territoire géographique restreint, parce que comme ça permet d'avoir aussi les mêmes enjeux, les mêmes problématiques. Et sur ce territoire, donc on va faire une journée, on va parler un peu de biodiversité, les enjeux, à quoi ça sert, etc. Et puis surtout, l'après-midi, on va aller sur le terrain avec les exploitants pour leur montrer ce que sont les apports de parcelles, les aider à mettre des mots, en tout cas dessus, à caractériser leur état. Et suite à ça, on va les laisser. Alors la petite nouveauté depuis cette année, c'est qu'en fait, maintenant on utilise les téléphones. On est devenu moderne un petit peu. On peut faire en fait les relevés de terrain sur le téléphone, sur une application. Et donc du coup, les exploitants doivent aller ensuite faire le tour de leur parcelle en autonomie. Donc c'est-à-dire qu'ils sont vraiment acteurs de la démarche. On les forme, on leur apprend, mais derrière, ils font le tour de leur parcelle tout seuls. Et suite à ça, en fait, toutes les données remontent auprès d'un outil cartographique, en tout cas, et qui nous permet de faire après des rapports personnalisés dans lesquels on va identifier les enjeux écologiques de chaque exploitation, ce qui est déjà présent, en tout cas, sur les exploitations, et faire un certain nombre de préconisations, de conseils techniques pour les aider éventuellement à améliorer certaines choses. Et ça va jusqu'à proposer même des aménagements. S'il y a des aménagements qui n'existent pas et qui nous sembleraient pertinents, on va jusqu'à là. Et puis du coup, suite à ça, on fait une restitution, une petite soirée en tout cas, pour parler un petit peu de tout ça, pour ouvrir un peu le débat sur
sur toutes les thématiques qui peuvent les intéresser. Et derrière, on leur propose aussi, et c'est pas négligeable, un accompagnement du même type, en tout cas que le chantier qui est fait dans le programme des Terres et des Ailes. Tous les exploitants qui souhaitent aller plus loin, qui veulent par exemple créer une mare sur leur exploitation, planter une haie, peuvent avoir un accompagnement technique et de faire une demande de subvention auprès du département pour se faire financer ce type de travaux. Donc voilà. Du coup, j'ai mis quelques chiffres derrière juste pour vous donner un petit peu une idée de ce que c'est. Donc ça existe depuis 2012. On a formé à peu près un peu plus de 220 exploitants sur le département, sur plein de territoires différents. On touche à différentes IGP, mais pas que. On a formé majoritairement des viticulteurs, mais aussi on a des maraîchers, des céréaliers, de l'arboriculture, on commence à toucher aussi les autres filières. Ça représente plus de 8000 hectares de parcelles qui ont été diagnostiquées quand même. Et suite à ça, aujourd'hui, on a, alors je mets un peu plus de, j'ai pas le chiffre précis, mais je crois qu'on est à 135 ou 136 plans de travaux mis en œuvre depuis le début. Ça représente plus de 40 km de haies plantées, 36 mares, je crois, au jour d'aujourd'hui. On a fait aussi de la réouverture de milieux, on a planté des arbres isolés. Donc voilà, tout ça, c'est ce qui a été fait, on va dire, grâce à ce dispositif. Après, aujourd'hui, alors ce que j'ai pas, pour terminer, parce que j'ai pas fait de diapo, on va dire, spécifique dessus, c'est que Biodivo, dans un premier temps, on s'est beaucoup intéressé à toutes les infrastructures, justement, agroécologiques. Aujourd'hui, on a bien conscience que les problématiques des exploitants, c'est pas que ça, et qu'il y a plein d'autres sujets et plein d'autres thématiques qui les intéressent. Et justement, l'intérêt d'avoir aussi un groupement comme celui derrière Biodivo, c'est que vous avez les compétences naturalistes de structures comme le SEN, qui sont précieuses, on va dire, pour travailler sur ça. Mais nous, la Chambre d'agriculture, on peut aussi après venir en accompagnement technique de ces exploitants quand ils se posent des questions, par exemple, sur leur sol, sur l'enherbement, sur le changement climatique, qui est quand même, on va dire, aujourd'hui au cœur des préoccupations. On a tout un tas d'outils et d'accompagnement vraiment qui nous permettent d'aller plus loin avec les exploitants et de ne pas les laisser avec leurs interrogations et de pouvoir vraiment les accompagner sur le long terme sur ce qui les préoccupe, quoi. Bon, on avait laissé un petit temps à la fin pour éventuellement des questions. Je ne sais pas si ça évoque des questions. Je pose une question. D'abord, merci pour votre travail, parce que c'est super. Et c'est super de voir la biodiversité mise en lumière. J'étais intéressé par la Chambre d'agriculture qui disait qu'il y avait des financements derrière, parce que je trouve que pour nous, les exploitants, ce qui est le plus intéressant, c'est le côté financier. Vous, de la part des LPO, vous avez parlé des services écosystémiques, etc. Donc, je voulais savoir un petit peu le plan économique dans tout ça, c'est quoi? Parce que vous avez parlé d'appartenir à un site, d'échanger des méthodes, etc. Ce qu'on fait, quelques-uns de nous, de façon quotidienne, sans le merveilleux réseau de LPO, mais bon, on le fait quand même. Et je me demande réellement, aucune d'entre vous, selon moi, m'a démontré comment vous allez mesurer les actions qu'on va faire pour pouvoir réellement tirer un bénéfice économique. Alors, moi, je vais vous le dire honnêtement, on ne le mesure pas, hein. La biodiversité, c'est quand même très difficile à quantifier et à chiffrer. Et c'est bien d'ailleurs ce qui un peu peut nous, on va dire, nous freiner dans le discours qu'on peut avoir auprès des exploitants. C'est qu'aujourd'hui, intéresser des exploitants à la biodiversité, c'est facile avec des gens qui sont déjà, on va dire, sensibles à ça. Pour les autres, des fois, c'est plus compliqué, tout simplement parce qu'on ne peut pas vous dire concrètement si vous vous mettez à planter des haies à tel endroit, vous allez pouvoir réduire de 30% votre facture en produits phyto. Si vous faites ça, vous allez pouvoir réduire de temps. On n'a pas cette capacité aujourd'hui à le faire. La seule chose qu'on est en mesure de vous donner comme information, comme résultat, c'est de vous-même aller observer ce qui se passe sur vos parcelles quand vous mettez en place certaines pratiques ou quand vous mettez en place certains aménagements. Vous allez, si vous avez, on va dire, un petit peu cette fibre-là, vous allez peut-être revoir certaines espèces d'oiseaux, d'insectes, revenir là où vous les aviez plus. Vous allez peut-être observer des choses sur votre culture aussi concrètement. Mais c'est vrai que de là à arriver à un chiffrage précis, très honnêtement, on ne va pas s'amuser à le faire. Parce que voilà, ça serait quelque chose de dangereux. Après, nous, on va le faire, en tout cas à la Chambre d'agriculture, on ne va pas le faire sur un accompagnement spécifique à la biodiversité. Mais si aujourd'hui, vous venez nous trouver pour qu'on raisonne sur votre exploitation dans une approche plus globale,
par exemple, d'adaptation, ce que je disais, d'adaptation au changement climatique. On va prendre en compte beaucoup de paramètres, dont des paramètres économiques. Et là, on va rentrer vraiment dans le sujet et regarder avec vous tout ça. Mais c'est vrai que ça va dépasser largement le cadre de l'accompagnement biodiversité, quoi. Donc, par exemple, pour les assureurs, vous êtes prêts à nous accompagner? Parce que selon ma connaissance, c'est que le meilleur notre biodiversité, le meilleur, en tout cas c'est vous qui nous disiez aussi, le meilleur protection de notre exploitation, il est dedans. Et donc à ce moment-là, on peut baisser un peu les coûts de nos assurances avec votre appui, vous pensez? J'aimerais bien vous dire oui, mais je pense qu'il va falloir que vous en parliez aussi à tous vos voisins autour de vous, mais je ne sais pas. Moi, je réponds à ça parce que je ne suis pas d'accord du tout. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Pardon. Moi, ça fait 25 ans qu'on travaille sur ces sujets-là. Cette année, j'ai encore jamais vu ça. Les chardonnerets élégants, à l'automne, j'ai vu des vols de, je pense, entre 200 et 300 individus sur mon domaine. Je ne savais même pas que c'était possible d'avoir autant d'oiseaux comme ça. Donc, dans la nature, quand on fait des choses, eh ben, ça marche. Voilà, on fait des efforts avec des gens qui après, n'ont aucune gratitude. La nature, elle en a. Et voilà, moi, je ne suis pas un expert. Moi, je suis expert de rien du tout. Voilà, moi, j'ai eu envie de faire attention parce que j'ai grandi dans des écosystèmes sauvages en Afrique, à Madagascar, tout ça. Et c'est sans être expert de rien du tout, parce que moi, je n'ai aucune prétention. Eh ben, moi, je rencontre des photographes qui me disent qu'ils ont du mal à en voir, et puis photographes animalistes, et puis animaliers, pardon, et puis ben, moi, quand je leur dis que cette année, enfin l'année dernière, franchement, pendant plus d'un mois sur le domaine, il y en avait, mais des quantités, je ne savais même pas que ça existait autant d'un coup comme ça. Enfin voilà. Et à un moment donné, je pense qu'on était à plus de 300 individus. C'était délirant, complètement délirant. Voilà. Donc ça fonctionne. Enfin, dans nos parcelles, enfin, n'importe quel paysan qui fait des actions, à un moment donné, il va voir qu'il y a un mieux. Alors on est en train de nous expliquer que tout se casse la gueule, et en fait, on s'aperçoit que quand on fait un vrai effort, eh ben, on voit que ça s'améliore. Donc moi, je veux bien qu'on me dise que ça va plus mal, mais ça va plus mal parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Voilà, c'est tout. Mais je me permets juste de dire ça. Ouais, si je peux. Mais je ne peux pas mesurer le truc. Mais enfin, je ne sais pas. Je ne suis pas expert comme vous. Moi, vous êtes la LPO. Voilà, moi, quand on parle de ça avec Alain, c'est drôle, mais je dis, mais vous y connaissez, moi, non, il ne connaît rien, mais voilà. Vous connaissez quand même un petit peu, parce que non, vous observez, donc mais par contre, on vous voit avez une connaissance. Il se passe quelque chose, voilà. Ouais. Et bah, du coup, si je peux rebondir aussi là-dessus, je pense que ça illustre assez bien aussi ce qu'on disait, c'est qu'il y a des choses qu'on sait pas. Enfin, il y a des choses qui se mesurent. Il y a des études scientifiques qui arrivent à mesurer concrètement que la mésange charbonnière va être un auxiliaire concret dans l'arboriculture pour les pommes, par exemple, et on sait mesurer que dans certains cas, on peut arriver jusqu'à une réduction de 20-30% du ravageur en question. En vigne, c'est pareil. Les chauves-souris, ça a été prouvé scientifiquement que la chauve-souris mangeait le verre de la grappe. On commence à avoir des chiffres aussi de potentiel taux de dire ça peut réduire de 15%, de 20%. Donc ça, on a des chiffres. Après, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, la biodiversité, c'est un mélange de génétique, d'espèces et d'écosystèmes. Et donc c'est aussi difficile de faire des généralités de ça. C'est-à-dire qu'on a des seuils, on sait que ça marche, mais c'est difficile de quantifier, de vous dire, chez vous, ça va réduire de 30%. Ça, c'est très difficile de le dire. On sait que c'est pas du vent ce qu'on fait, ça marche, c'est quand même, on le voit régulièrement, que si on plante des réseaux de haies, on a de la biodiversité qui revient. Mais effectivement, je suis d'accord sur le fait que c'est peut-être pas assez. Ça peut faire peur parce qu'il y a quand même une part de flou là-dedans. Il y a des choses qu'on ne peut pas mesurer, ou alors qui vont se mesurer aussi sur du long terme.
Mais il y a aussi des choses qui concrètement se passent, s'observent, qui sont peut-être pas mesurables scientifiquement, ou alors il faudrait mettre des gros moyens qu'on n'a pas, qu'on peut pas mettre en place partout. L'observation, ça coûte rien. Mais exactement. On parle des chauves-souris, Oui. mais en 99, on disait pendant les pics de vol de Cochillis et de Denis, on voit plus de chauves-souris pendant les pics de vol de ces papillons-là. Pendant les pics de vol de Cochillis et de Denis, en 99, quand on disait il y a plus de chauves-souris pendant les pics de vol, on nous disait n'importe quoi, vous racontez que des bêtises, alors que ça coûte rien de l'observation. Tout le monde le fait. Enfin, dès qu'on s'y intéresse à un temps soit peu, on voit. C'est surtout pour les paiements écosystémiques. Je ne sais pas si je comprends bien votre point. Moi je ne cherche pas. On a beaucoup fait pour la biodiversité. On est très contents. On a observé nous-mêmes. Je reprenais Madame sur la LPO, qui, disons, en appartenant à la LPO, presque on a accès à les revenus des services écosystémiques. Aujourd'hui, je trouve ça super intéressant. Je veux ça. Donc, tout ce que je souhaite comprendre, c'est que, parce que tout paiement économique, comme on le sait tous dans cette salle, il est selon un certain critère. Donc, comment vous mesurez ces critères ? Je ne parle pas de l'observation, je ne parle pas de le bien fondé de faire. Ça, on est tous d'accord. L'objectif aujourd'hui, c'est comment rémunérer cette bien fondée, comment rémunérer ces actions que nous, on observe, que nous, on voit, que nous, on est très contents d'observer et de voir. Et qu'on comprend, nous, on sait. Mais vous avez parlé de le paiement de services écosystémiques. Moi, je veux savoir combien vous allez me payer. Ça, c'est la question éternelle. Et je pense qu'on sera tous d'accord ici pour dire que... en tout cas, nous, on pense que ce serait une bonne chose que les agriculteurs reçoivent une rémunération pour les services environnementaux, les efforts qu'ils font. Il y a des choses qui sont en train d'être développées, alors pas forcément par la LPO, même si de temps en temps on participe justement à faire des suivis, mais il y a, alors typiquement, il y a les mesures européennes, les MAEC, ça vous devez connaître. Il y a maintenant qui se développent les PSE, les paiements pour services environnementaux aussi. Donc il y a, peut-être que Séverine, tu seras plus calée là-dessus que moi pour. En tout cas, il y a des choses qui se développent, et peut-être que ce qu'on propose ici, c'est peut-être le premier pas. Pour commencer ce travail-là, sachant que du coup, je ne l'ai pas précisé bêtement, mais ce qu'on propose, c'est aussi financer. Donc, on propose quelque chose qui déjà ne vous coûte rien, ce qui est déjà important. Et donc, il y a ce premier pas. Et ensuite, effectivement, ça reste à développer des paiements. Et si tu veux peut-être dire deux mots sur... Je suis désolée, je vais être obligée de vous interrompre. On restera aussi un petit peu à la fin, voilà. si vous voulez refaire des échanges après. Je vous invite à échanger, puisqu'on a maintenant la remise des prix et que donc, nos vignerons attendent aussi donc, de ce concours biodiversité. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation Merci à tous pour votre écoute. Qui est passionné nos vignerons.